Joe! Eh les gars, je suis prêt pour ce soir. Et ton masque? Iron Man a un masque? Bah oui. J'ai toujours cru que c'était Robert Downey Jr. Du coup, j'ai fait cette coiffure pour rien. Oui, bon bah tu t'es raté surtout. Ah. Bon bah heureusement qu'il y a la place pour mes lunettes là-dedans. Et bienvenue sur Cinéma In, le cinéma chez soi. Je suis Aurel et voici mes comparses avec qui nous allons vous présenter plein de sélections de films. Il y a d'abord... Ah mais c'est vraiment à moi de le dire, d'accord. Bonsoir, je suis Richard. Et moi c'est Joe. Et donc le principe de l'émission, c'est que nous allons vous présenter une sélection de films qui dépendent un petit peu des saisons, qui dépendent un peu de l'événement du moment. Et l'événement, comme vous avez pu le voir, il s'agit de Noël. Non, d'Halloween. Ah, d'Halloween. Ah, je suis en Oh avance. mais ça commence pareil. Ça commence pareil. Ça commence pareil? Ça commence pareil. Ça commence pareil. Bah ça commence par tu fais des cadeaux aux enfants et puis après tu te bourres la gueule et les Non, enfants, non, ils non, non, on va arrêter, on va arrêter. Alors, la thématique d'aujourd'hui, messieurs, je l'ai intitulée Horror Beautiful. Ça vous fait penser à quoi? Neon Demon. Rocker Horror Picture Show, mais je crois que pareil, tu vas me dire d'arrêter au bout d'un moment. Non, ça marche. D'accord. Ouais, non, c'est un excellent choix. À être fasciné par des scènes qui normalement devraient nous repousser parce qu'elles sont morbides. À avoir une mise en scène stylisée par la lumière, stylisée par les angles de caméra, stylisée par la musique, alors qu'en fait ce sont des scènes des fois de meurtre, des scènes de chasse, des scènes qui normalement sont insoutenables mais qui finalement sont plutôt belles à regarder. Donc on a une attirance macabre en fait pour les choses. Tu veux dire qu'elles sont beautiful alors qu'elles sont horribles? Oh, c'est beau. Oh, c'est bien trouvé. Oh, c'est Oh bien là là. trouvé. Oh, c'est bien trouvé. C'est bien trouvé. Donc, pour cette thématique, nous avons décidé de choisir 3 films. Donc, chacun un film. Et bah, comme j'ai choisi le plus vieux film, c'est moi qui va commencer. Alors, moi j'ai choisi un film qui date de 1977, réalisé par un maestro, mais un maestro du passé et plus maintenant, malheureusement. Paix à son âme. Paix à son âme, pourtant il est encore en vie. Mais oui, il est vivant. Et j'ai choisi Suspiria, réalisé par monsieur Dario Argento. Ouh. Oh. Je sais pas, je pensais qu'il fallait une réaction. Oui, bah t'aurais pu, hein. T'aurais pu, franchement oui, t'aurais pu. Parce que c'est quand même, c'est un film culte. Et pas que pour les films dits d'horreur. C'est même, ça, je crois que ça dépasse même au-delà de sa condition de film d'horreur en fait. Ah non, bah il est en enseignement dans certaines formations cinématographiques, dont celle que je suis. D'accord, ouais, bon bah voilà. Ça prouve qu'ils ont du goût, dis donc. Ouais. Ouais, ça. Parce que les profs sont de ta génération. D'accord. Je sais pas comment le prendre. Donc, Comme tu peux. alors, Suspiria donc, est réalisé par monsieur Dario Argento et on retrouve donc, l'actrice principale et donc le personnage de Suzy est incarné par la magnifique, et c'est juste mon point de vue, Jessica Harper qui, durant les années 70, a tourné 2 grands films. Celui-là, Suspiria, et Phantom of the Paradise. De Brian De Palma. C'est pas rien, c'est pas rien. C'est pas rien. C'est Et pas en plus, rien. c'est une excellente chanteuse parce que dans Phantom of Paradise, c'est elle qui chante réellement et elle chante superbement bien. Et donc voilà. Suspiria raconte donc le personnage de Suzy qui va dans une académie de danse très renommée à Fribourg en Allemagne. Et donc elle va à cette académie de danse, c'est une école de danse extrêmement stricte, extrêmement... mais c'est tout est nickel, tout est parfait, mais il y a des événements très étranges et très glauques qui s'y passent. Ça parle de sorcellerie, on va dire. J'en dis pas plus, parce que je pense qu'il faut le découvrir, et il faut être surpris un petit peu. Pourquoi j'ai choisi ce film? Parce que selon moi, il représente réellement ce qu'est un film d'horreur beau. Dans le sens où Argento a pris parti pris et il me semble que c'est le dernier film qui a été tourné en Technicolor.
processus de Technicolor qui a été très utilisé pendant l'âge d'or d'Hollywood des années 50. Et voire même bien avant, même autant n'importe le vent, je pense qu'il était même tourné en Technicolor, il me semble. Ah merde, je sais plus. J'ai un petit doute, bon, enfin bref. Et donc ce film-là, en fait, voilà, c'est l'un des derniers films qui a utilisé la Technicolor, et quand il utilise le Technicolor, il ne le fait pas semblant. Hein. C'est-à-dire que il y a des teintes de couleurs dans ce film qui sont juste magnifiques à regarder. Il y a des teintes de rouge, des teintes de vert, des teintes de bleu, mais c'est pas fait pour faire joli. C'est que ça représente quelque chose, en fait. Ça représente un danger, ça représente la mort. Bon, Argento n'est pas n'importe qui, je dirais, et puis bon, son père spirituel est quelqu'un qui travaillait la couleur comme ça. On revient toujours à lui, Mario Bava. Mais ça, ce sera peut-être... on s'éloigne un petit peu. Même si Bava est dans le corps, je vais en parler un petit peu après. Mais on en bavardera plus tard. Oh, bravo. Et donc c'est vraiment un travail sur la couleur, sur la représentation du lieu, de l'académie en elle-même. Comme si que l'académie en fait était vivante. Il représente ça dans Dario Argento. Et pour donner une idée encore plus intéressante à ce film-là, c'est que en gros, Argento, il a fait, je prends Alice au Pays des Merveilles, plus Blanche-Neige, plus L'Exorciste. Et je fais Suspiria. En gros, c'est bon, il n'y a pas de fille comme dans L'Exorciste, il n'y a pas de fille possédée. Et, c'est pas, elle tourne pas sa tête à 360 degrés, elle dit pas des gros mots et des saletés. Ouais, j'essaie surtout de me souvenir s'il y a des nains en fait. Pourquoi des nains? Bah, t'as dit Blanche-Neige. Non, t'enlèves les nains. Non. Ah non. Non, il y a un enfant, donc ça compte pas. Ah, est-ce qu'il y a 7 enfants? Non. Voilà, Non. Mais on en est fait, d'accord. non, alors, c'est surtout pour le côté aussi sorcière en fait que je cite Blanche-Neige, mais on est vraiment dans le côté Alice au Pays des Merveilles en fait, parce que c'est vraiment la représentation, je le redis, mais la représentation vraiment du lieu en lui-même. Il suffit même de voir la devanture pardon, de l'académie, elle est rouge. Et un rouge limite pastel. C'est limite une œuvre d'art, le truc. En plus, avec elle arrive sous la flotte. Et c'est en fait chaque lieu, y compris même la salle de danse, c'est super beau, quoi. Enfin, tu regardes à chaque fois le film. Moi, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Et je me suis dit, mais en fait, wow, c'est magnifique, en fait. C'est vraiment... tout est quasi parfait. Bon, c'est pas comme Wes Anderson où c'est extrêmement très calé. Mais je veux dire par là que vraiment, dans ce film-là, Argento, en fait, utilise vraiment la lumière et l'environnement et l'infrastructure du studio, parce que ça a été tourné en studio, vraiment parfaitement, en fait. Il sait exactement comment éclairer la séquence, etc. Et à côté de ça, c'est que c'est beau à regarder, mais c'est flippant aussi. Pourquoi? Parce que, à cause de ces teintes de lumière, donc des lumières rouges, par exemple, très fortes, ça donne une atmosphère encore plus étrange au film et encore plus terrifiante, en fait. Il y a toute une séquence où la lumière principale est le bleu. C'est la première fois que tu vois une couleur bleue qui te fout les jetons. Et pourtant, tu vois juste une nana essayer d'échapper à quelque chose qui l'attaque. Mais juste de filmer cette séquence, ça passe du vert extrêmement prononcé au bleu, et tu fais... voilà, c'est très étrange. C'est un film extrêmement très étrange. Et, mais c'est vraiment le film où la couleur est utilisée à un point... tu as cité The Neon Diamond, on sent la référence à Suspiria au niveau de ses teintes, au niveau parfois de ses teintes couleurs. Et il y a aussi un autre truc aussi qui fait la force du film pour moi, c'est sa musique. Donc composée par le groupe Globin, ou Globin, ou je sais plus que Globin, voilà, qui en fait a fait une musique expérimentale
tout au long en fait. J'avais regardé un documentaire sur ce film et en fait ils avaient assisté au tournage d'une séquence. Et au bout de ils ont compris le truc. Et en fait, c'est une espèce de musique, donc le thème principal c'est comme une boîte à musique, mais ils ont mis par-dessus des personnes en train de chuchoter, ou de râler, ou faire des trucs un peu étranges avec leur voix. Donc ça fait encore plus flipper, parce que ce genre de sensation-là, ce genre de musique-là revient à chaque fois. Pas tout le temps, mais au bon moment, en fait. Quand il y a des moments de tension et où tu te sens très mal à l'aise. Et il y a cet aspect aussi au niveau de la musique, c'est qu'on a l'impression que la musique en fait fait partie de l'histoire réellement, et vraiment, on va dire, limite le personnage en fait qui attaque. À chaque fois qu'il y a une attaque ou qu'il y a un meurtre ou quoi que ce soit, la musique est là. Et on a l'impression en fait que c'est la musique qui attaque en premier le personnage, et pas forcément ce qu'on voit à l'image. En fait, la musique arrive bien avant et on comprend tout le truc qui va arriver. Enfin, on se dit, il y a un truc qui va pas en fait. Il y a quelque chose qui va attaquer, quelque chose qui va arriver. Et Argento, en fait, en termes de mise en scène, Argento en fait est considéré comme un metteur en scène dit baroque, dans le sens qu'il va faire des plans de ouf pour une séquence de meurtre. Utiliser des mouvements de caméra, ou utiliser des courtes focales ou des focales extrêmement larges. Enfin, il va utiliser n'importe quel type de focale ou de plan ou de mouvement de caméra pour accentuer son côté baroque du meurtre ou d'éléments surnaturels. Là, on est à la fois dans du meurtre et à la fois dans des éléments surnaturels, surtout sa dernière partie du film. Et on est vraiment, c'est Alice au pays des merveilles, mais dans l'épouvante, quoi. On est vraiment là-dessus. Et je terminerai par deux choses. Bon appétit. Merci. Je terminerai par deux choses. En fait, Suspiria fait partie d'une trilogie qui s'appelle la trilogie des Trois Mers. Donc Suspiria est le premier. Et en 80, voilà, Argento enchaîne avec Inferno, qui est la suite, on va dire, de Suspiria. Et en fait, Inferno va encore plus loin en termes d'imagerie. Il oublie un petit peu les couleurs très flashy, très des rouges très prononcés. Non, là c'est un peu plus subtil. Et Inferno n'est pas accessible à tout le monde, dans le sens où si vous pensez voir un film où il y a un début, milieu, une fin, et on suit des personnages et on s'attache à ces personnages-là, eh ben non. En fait, Inferno, c'est que des tableaux. En fait. C'est des tableaux où en fait, Argento va plus loin dans l'imagerie. Il y a une séquence qui est magnifique où en fait, on suit une nana qui est en train de plonger et nager en plein milieu de meubles anciens. C'est juste magnifique. Enfin, tu regardes ça, tu fais waouh, c'est magnifique. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Beaucoup de gens vont voir Inferno et vont faire j'ai rien compris. Et ensuite, après, en 2007, oui. Niveau Tenet ou pas? Non, Inferno c'est mieux. D'accord. Oui. Au moins on sait à peu près comment. Moi je suis rassuré. Non. Alors j'exagère quand je dis les gens vous n'allez pas comprendre Inferno, pas du tout. Il faut juste être attentif et il faut peut-être le revoir une seconde fois, une troisième fois pour comprendre en fait ce qu'Argento veut dire en fait. Suspiria est beaucoup plus accessible évidemment, parce que Suspiria c'est vraiment une histoire, point. C'est-à-dire qu'on suit une nana qui rentre dans un truc et en fait il se passe quelque chose dans le... Inferno c'est beaucoup plus poétique. Voilà. Inferno est plus poétique que Suspiria. C'est de la poésie macabre. Oui, voilà, c'est ça. Est-ce que c'est une référence à Dante du coup? Les sept sables de l'enfer. Oui, l'enfer de Dante quoi. Non, on n'est pas loin. D'où le fait que ça s'appelle Inferno et que... On n'est pas loin. Et en 2017, malheureusement, Argento a décidé de finir sa trilogie avec Mother of the Tears. Qu'est-ce qu'il y a? Non, malheureusement. Malheureusement parce que 2017 ou malheureusement à cause du film? Malheureusement à cause du film. Non, c'est que malheureusement, je dis malheureusement parce qu'en fait, il
faut pas oublier que, voilà, j'ai oublié de le préciser, mais Argento est italien, de base. Et en fait, Suspiria et Inferno, comme j'ai cité, sont des films italiens, évidemment distribués par les Américains, surtout Inferno, qui est distribué par la 20th Century Fox, il me semble, anciennement 20th Century Fox, pardon, et donc en 2007, l'industrie du cinéma italien a changé, c'est-à-dire qu'il n'y a plus beaucoup de sous, l'industrie aujourd'hui est quasiment morte, il n'y a plus beaucoup de films, on voit plus beaucoup de films italiens qui dépassent les frontières, ou bon, peut-être que sur Netflix ou peut-être sur autre plateforme, mais voilà, ça reste très rare en fait. Et le problème, c'est qu'Argento continue de travailler dans ces conditions, dans ces conditions-là. Et Mother of the Tears, c'est un téléfilm. C'est un téléfilm, c'est moche, et c'est dur de dire ça. C'est dur de passer à Suspiria et à ça, et en disant Suspiria est magnifique, et de l'autre côté, il fait c'est moche. Voilà, et malheureusement, c'est que je vais me faire taper pour ceux qui aiment bien sa fille, mais il y a sa fille dedans, qui s'appelle Asia Argento, et sa fille joue mal. Elle s'appelle Asia. Asia. Ah, j'ai envie de te dire que, vu comment la carrière d'Argento a tourné, alors, il y en a beaucoup qui se situent à Phantom of the Opera, pour le moment où ça se casse un peu la gueule. Moi, j'ai tendance à se situer un peu plus tard. Avant. Je sais pas, moi j'aime bien les Phantom of the Opera. T'as aimé Phantom of the Opera ? Oui, j'ai bien aimé. D'accord, on va en reparler en antenne. Mais par contre, il y a un point à peu près où tout le monde se met d'accord, c'est son Dracula. Ah non, mais Dracula, c'est pas possible. Le Dracula de Argento, là c'est sûr, il était mort et enterré d'un point de vue artistique. Largement. Enfin, Je suis encore en train de... L'info du fait qu'il a fait un fantôme de l'opéra rentre pas encore. Ah, il en a fait un, moi je... Il en a fait un que je n'ai pas aimé du tout. C'est une catastrophe. C'est niveau celui avec Gerard Butler ou... C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. C'est un autre niveau. Et en fait, le problème, je pense, de l'industrie du film d'horreur, c'est que l'industrie du film d'horreur italien, et du coup j'en profitais pour filer un autre réalisateur italien que j'adore, c'est Lucio Fulci. Ouais, Lucio Fulci. Ouais. Qui lui n'est pas dans le type d'horreur que va être Argento. Argento est dans un horreur très, comme je dis, très beau, très sublimé, en même temps assez macabre. Fulci, c'est plus de la chair, quoi. C'est plus c'est plus, ouais. la décomposition. Et d'ailleurs, c'était lui qui avait fait la suite officieuse du Zombie de Romero, qui était très bonne aussi. D'ailleurs, Zombie 2, il s'appelait à l'international, mais Zombie sans E. Oui. Contrairement au Zombie de Romero qui était avec un E. Oui. Du coup, ils ont joué sur le fait, les gens ils vont peut-être se gourer en se disant ils vont voir la suite. Mais le film était bien. Bon, après, Fulci a fait Zombie 3 et a pas fini Zombie 3. Malheureusement, c'était repris par Bruno Mattei. Alors, Bruno Mattei, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un réalisateur qui est connu surtout pour des nanars et pour avoir contrefait beaucoup de films. Et beaucoup contrefait. Et Fulci, en fait. C'est pas lui qui avait fait un mélange de Terminator et Alien ? Oui. Ouais, c'est lui. Et du coup, Fulci est pour moi, avec Argento, vraiment les deux derniers grands réalisateurs de films d'horreur du cinéma italien. Puis après, comme tu as dit, à partir des années 90, ça se casse un peu la binette. Et puis les années 2000. Et je reviens donc sur le dernier film de cette trilogie-là. Bon, je vais un petit peu spoiler un petit peu. C'est que Suspiria parle d'une sorcière bien précise. Inferno parle d'une sorcière bien précise, et la dernière, donc le dernier film, parle de la dernière sorcière. Et donc il tente de conclure sa trilogie, mais ça coince en fait. Il y a un truc qui... Non. En fait, il s'est adapté en fait à l'industrie, donc il n'y avait pas le choix. Et en fait, il n'y a plus ce côté poétique, féerique, on ne sait plus trop. Là, il est ancré dans la réalité, et étonnamment, ça ne fonctionne pas. Il n'y a plus ce côté poétique, donc en fait, il essaye de rentrer dans l'art, mais ça ne fonctionne pas. Et ce qui est dommage, parce que en fait, il voulait conclure, mais en même temps, Inferno dit tout aussi. C'est-à-dire qu'en fait, si vous êtes intéressé par cette fameuse trilogie, contentez-vous des deux premiers.
parce que dans Inferno, en fait, il montre déjà même cette fameuse troisième sorcière, en fait. Et on sait à quoi s'en tenir. En plus, la conclusion d'Inferno veut dire tout, en fait. Sa conclusion, je ne vais pas spoiler Inferno, mais Inferno, la fin d'Inferno, on comprend tout. Y compris de ce qui se passe dans Suspiria, etc. Donc en fait, on va dire qu'il a fait un film de trop. Voilà, c'est un film de trop. Dans sa trilogie, parce que sinon il a fait des films de trop beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois. Oui, beaucoup de fois. Et donc pour finir, Suspiria a eu le droit à un remake en 2017. Justement, j'allais t'en parler. T'allais m'en parler. Est-ce que tu l'as vu? Je l'ai vu. Est-ce que tu l'as apprécié? S'il a pas dit non, c'est que c'est bon signe globalement. Alors, Un peu trop ricain? Alors non, parce que le réalisateur, je ne sais plus son nom. Je ne sais plus le nom du réalisateur, Luis Ilingo ou Mingo, je ne sais plus. Il n'a pas fait une pâle copie de Suspiria en fait. Il a voulu faire son Suspiria à lui. Ce qui est tout à son honneur en fait. C'est-à-dire que ouais, t'as pas voulu recopier quoi. T'as voulu faire ton propre Suspiria, donc il a donné sa propre vision de l'histoire. Juste que, pour ma part, il a raté son coup. Dans le sens, pas en termes d'imagerie, parce que lui, il a une autre imagerie, il a une autre vision. C'est pas des couleurs flashy, c'est plus des codes couleurs, mais beaucoup plus subtils. Il y a du rouge, évidemment, mais c'est beaucoup plus subtil, en fait. C'est pas frontal comme Suspiria l'a été. Il a changé quelques indications au niveau d'histoire, il a changé aussi d'année. Parce que le Suspiria de 77 se passe dans les années 70, se passe à l'époque du film, et le remake se passe dans une autre époque. Et il mélange aussi un petit peu il parle même de la Seconde Guerre mondiale à un moment donné, je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Et c'est juste la fin c'est juste cette fameuse révélation je me dis, non en fait. En fait ça enlève le charme limite de l'original en fait. Mais il a voulu faire son propre Suspiria et c'est super. Enfin moi je préfère un mec qui me propose de faire, qui prend un film qui est connu mais qui le fait à sa propre vision. Ça peut être intéressant. Et ce qui est intéressant aussi c'est qu'il y a Jessica Harper aussi dans le remake. Elle joue un autre rôle, on rassure, elle joue pas une gamine de 17-18 ans. Et mais voilà, après je vous invite quand même à aller à regarder Suspiria, le remake, mais voyez d'abord l'original avant. Et je finis aussi, parce que c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que pour vous dire à quel point Argento voulait faire un espèce de Alice au Pays des Merveilles, c'est qu'au départ, les élèves de cette fameuse académie de danse, et donc le personnage de Suzy, devaient être des enfants. Il voulait absolument que ce soit des enfants. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a demandé à ce comédien de jouer comme des gamines. Et il a accentué encore plus ça, c'est qu'il a fait en sorte que les portes, et les poignées de porte surtout, soient très grands, enfin soient à hauteur beaucoup plus grande qu'elle. Enfin de façon que justement ils sont obligés de lever le bras un peu plus haut. Et en fait voilà, il a voulu garder cet aspect un peu enfantin. En fait en gros c'est que pour conclure, Suspiria en fait fait basculer le personnage de Suzy dans le monde des adultes. En fait, à la fin du film, elle devient une adulte. Est-ce que vous avez vu Suspiria? Absolument pas. Ah bon? Ouais, je sais. Mais t'es étudiant de cinéma, t'as pas vu Suspiria? On a étudié des bouts quoi, mais heureusement là ils sont en train d'organiser une projection. Même si en ce moment les projections c'est un peu compliqué, mais ils ont de quoi s'arranger pour le faire en ligne, donc je vais le voir en novembre. Ah c'est tout ce que je te souhaite. Et toi, ouais? Je l'ai vu il y a fort longtemps. Enfin, fort longtemps. Non, je l'avais vu déjà une fois étant petit, vers 12-13 ans. Je dois t'avouer que j'ai pas tout compris à l'époque. Je l'ai revu plus tard quand j'avais 23-24 ans dans ces eaux-là. Et du coup, j'ai un peu plus compris justement l'intention d'Argento et tout ça. Et j'avais un peu plus en perspective aussi les autres films d'horreur, comme je l'ai dit, Fulci, Bava aussi, un peu plus. Donc du coup, ça m'a permis un peu plus de comprendre aussi le cinéma d'horreur italien, d'où il venait avec les giallo et tout ça. Donc, j'ai vraiment plus apprécié le film à ce moment-là en fait, parce que
Ouais, À tu 12. avais des clés en main. Voilà, alors qu'à 12-13 ans, je dois avouer que mon film d'horreur préféré et l'est toujours un petit peu, c'est Alien 3 de Fincher, mais du coup, comparer les deux, j'étais en mode non, en fait, c'est pas si intéressant que ça. Si, c'est pas intéressant, mais c'est juste que ça dit pas du tout la même chose. Quoi. Oui, c'est un autre. C'est autre chose. C'est autre chose, c'est du monstre. Mais... Voilà, c'est autre chose. Donc pour vous, si vous voulez voir ce film, donc Suspiria, je vous invite, alors vous pouvez le trouver en DVD, alors pas en Blu-ray, assez compliqué actuellement, ce qui est étonnant. Ouais. Messieurs les éditeurs, si vous nous entendez, si vous nous voyez. Wildside, s'il vous plaît. Entre autres, ouais. Donc vous pouvez le trouver justement, c'est Wildside c'est Wildside Vidéo qui l'édite en DVD. Donc, Wildside, s'il vous plaît, voilà. S'il vous plaît. Mais ils l'ont édité en Blu-ray, mais maintenant le Blu-ray est extrêmement compliqué à trouver. Donc on peut le trouver en DVD, franchement, assez facilement, vraiment un peu partout. Ou alors si vous voulez le découvrir, je vous invite à aller sur la plateforme de VOD Filmo TV. Qui est pas trop cher et c'est surtout voilà, c'est que du cinéma de genre la plupart du temps. Ah putain, j'aurais pensé que ce serait sur Shadows, tu vois. Shadow, je me suis renseigné et Non, il n'y est pas. J'ai pas trouvé. Après, ils ont plein de trucs quoi, donc. Ouais. Bon. Mais j'ai pas trouvé. Oh, Franchement, bah, j'ai pas trouvé. Intéressant. Voilà, donc je vous invite soit à l'acheter en DVD donc sur Wildside Vidéo, donc édité par Wildside Vidéo, avec le petit chien qui fait. Ou soit sur Filmo TV. C'est une plateforme de VOD qui est cool. Bon, on en était à où On en était à Aurélien. Aurélien. Ouais. Oui. On fait un bond dans le temps là. On a fait un bond dans le temps très très loin, assez proche de nous, 2013. Oh la vache. Alors, le film que je vais présenter là n'est pas à confondre avec un film où Jack Bauer sauve le monde en 24 heures de Miroir Maléfique, puisqu'il ne s'agit pas de The Mirrors, mais de The Mirror. Ah, Il n'y en a qu'un seul. Il n'y en a qu'un seul. Subtilité. Aussi appelé, et je vais l'appeler comme ça tout au long justement de ma discussion à propos de ce film, Oculus. Parce que pour moi, The Mirror, c'est trop terre à terre. Déjà, qui a réalisé The Mirror? Mike Flanagan, qui est également le réalisateur d'un court-métrage qui était déjà daté d'une nouvelle, qui parlait déjà de ce fameux miroir maléfique. Donc déjà, ils ont confié la chose à quelqu'un qui s'y connaissait. En fait, si on veut parler un petit peu de ce genre de truc, c'est ce qu'on peut appeler les creepypasta ou les choses comme ça, où on raconte l'histoire d'objets maléfiques, d'objets possédés, de choses inexpliquées. Et donc ça fait partie un peu de cette mouvance qu'il y a eu justement à partir de 2010-2011 avec des histoires d'exorcisme, de choses possédées, Annabelle et compagnie. Et puis voilà. Donc voilà le palmarès de la personne. Donc il a adapté un NCP. Oui, en quelque sorte. Qui sait ce qu'est un NCP? Voilà. Ou Magnus Archives aussi, si on a qui connaissent. Si vous êtes anglophone, je vous conseille d'aller écouter cette série audio qui est très très cool. Mais c'est en anglais, donc du coup, il faut vous accrocher un petit peu au début. Et Donc revenons à nos moutons, plutôt nos miroirs. Oh. Et il y a Karen Gillian aussi qui joue dedans. Ah bah c'est déjà un très bon argument. Donc pour les personnes qui ne connaîtraient pas, je ne veux pas vous parler de Doctor Who, parce que sinon, si vous regardez la série, vous connaissez déjà qui est cette actrice. Jumanji. Parce que du coup, elle joue dedans aussi. Alors, On va à l'essentiel, t'as oublié là. Les gardiens de la galaxie, Voilà. c'est Nebula, la fille en bleu. Bah là, vous la verrez pas en bleu et avec des cheveux. Voilà. Et pas méchante. Alors qu'est-ce que raconte Oculus? Donc du coup, c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur en fait qui retrouvent dans les alors pas dans les archives familiales, mais lors d'une vente aux enchères, un miroir que ses parents ont possédé par le passé, sauf qu'il s'est passé un truc tragique avec ses parents. Donc eux veulent essayer de comprendre pourquoi, ils pensent que c'est un rapport au miroir, et ils vont essayer de prouver qu'en fait c'est à cause du miroir qu'il y a eu cet événement tragique entre ses parents. Voilà. Bon, scénario expliqué, c'est pas plus compliqué que ça. Et pourquoi je voulais parler de ce film? Parce que c'est un film qui est passé inaperçu au milieu de cette vague de films genre The Conjuring, Sinister et compagnie, et qui pourtant, à mon sens, excepté The Conjuring 2, pour lequel j'éprouve une certaine sympathie quand même, parce qu'il est plutôt cool, Oculus c'est pour moi un niveau au-dessus, parce qu'il réussit à instaurer une ambiance ultra paranoïaque sur ce qui se passe, jouant avec beaucoup de choses en fait. Alors pas forcément des effets de couleur comme on avait pu le faire justement Argento, mais avec des effets plutôt de scénario, de manière de raconter, dans le sens où des fois le temps va être
distendu, des fois le temps va être compressé, des fois on va avoir des visions, mais on ne sait pas si c'est les personnages qui ont les visions, si elles sont réelles ou pas. Et donc, par cette ambiance paranoïaque, le film nous rend parano. Il fait pas peur en fait, le film. Il fait pas peur comme pourraient le faire justement certains films comme a tenté de le faire Dans le Noir ou bien les Annabelle et compagnie, en essayant de foutre des jumpscares partout. Au contraire, là, on va être constamment dans une ambiance malaisante, dans une ambiance où on va pas se sentir bien et on va jamais savoir ce qui se passe. Et jusqu'à la fin, on a toujours justement ce doute sur est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux ce qu'on regarde, est-ce que c'est dans la tête des persos parce que ils deviennent eux-mêmes parano, ils deviennent complètement fous avec cette histoire de miroir. Est-ce que les parents, l'événement tragique qu'il y a eu entre eux, c'est dû au miroir? Est-ce que c'est dû en fait à l'un des deux qui a perdu la raison? Et je trouve que c'est super bien réussi dans le film. C'est vraiment, on sent que le réalisateur maîtrise son sujet sur ça. Et qu'il réussit à adapter son court-métrage en un long-métrage sans perdre justement ce qui faisait le sel justement de son court-métrage, et en ajoutant des choses qui étaient, je pense, nécessaires pour comprendre l'histoire sur un plus long format. Parce que c'est vrai que la différence entre le court-métrage et le long-métrage, c'est que le court-métrage doit être percutant, même si on raconte pas tout. Alors que le long-métrage, il y a des choses qu'on peut ne pas raconter, parce que justement, par rapport au miroir, on sait rien du tout du miroir, parce que justement c'est un des mystères, ils veulent essayer de savoir d'où vient le miroir. Et on a quand même des choses justement sur toute l'histoire de la famille, sur ce qui s'est passé comme événement tragique, sur comment ils essaient de démontrer que le miroir est maléfique, comment ça se retourne contre eux. Donc il y a vraiment toutes ces parties-là qui sont plutôt bien réalisées à mon sens et qui, contrairement à d'autres films qui vont essayer à tout prix de placer des éléments horrifiques qui sont très mauvais. Je par exemple La Nonne et tout ça. Je vais cracher sur plein de films que beaucoup de gens ont aimés. T'as le droit. Et ce film justement va jouer sur les nerfs des spectateurs. Et moi, la première fois que je l'ai vu, en fait, c'est une amie qui me l'a conseillé et qui est plutôt difficile en film d'horreur. Donc du coup, merci Floriane. Parce que je fais plutôt difficile en film d'horreur, mais elle l'est beaucoup plus. Donc, ce qui fait que quand elle me recommande quelque chose, en général, je dis bon bah vas-y, on va regarder. Et effectivement, j'ai trouvé ça très cool. Qu'est-ce que j'aurais reproché? Peut-être 2-3 longueurs. Parce que j'ai dit, grâce au long métrage, il a pu ajouter des séquences qui permettent de comprendre plus facilement l'histoire, sans forcément tout révéler. Mais il s'est quand même pas épargné quelques longueurs dans le scénario qui auraient pu être coupées totalement. Après, je dis c'est un mal pour un bien, je pense. Sur ça. Au niveau de l'ambiance, comme je disais, on n'est pas sur du Argento, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur des couleurs qui ça pète pas de partout. C'est au contraire, c'est vraiment huis clos, parce que tout se passe dans une maison, à quelques exceptions près, donc la scène de l'enchère. Et dans la maison, il réussit justement à jouer avec la luminosité, il réussit à jouer avec les couleurs ternes de la maison, pour encore, une fois de plus, accentuer cet effet parano. Il n'y a pas de sensation de claustrophobie, parce que des fois ça pourrait jouer sur ça, et justement certains films d'horreur jouent parfaitement là-dessus, comme The Descent, et tout ça. Oui. Alors que là non, c'est vraiment juste l'effet des couleurs qui fait que on a cette impression que le temps ne s'écoule pas de la même manière, qu'il y a des choses qui se passent du passé qui viennent ici. Donc pour moi c'est tout bénef ce film en fait. Je trouve que c'est un bon représentant de la vague des films d'horreur qu'il y a eu au début des années 2010. Et que James Wan a emporté justement avec tous ses succès. Donc voilà. Est-ce que vous l'avez vu? Toi, je sais que tu l'as vu. Moi, je l'ai vu. J'ai été surpris par comme tu le dis si bien, l'espèce d'ambiance très... Ouais, tu l'as dit. Très... Je dirais pas anxiogène, pas à ce point-là, mais voilà, c'est... T'es avec les personnages, en fait. Tu les lâches pas. Et ça m'a fait penser un peu à Shining de Kubrick. Dans cet aspect, tu sais, un peu maison... tu sais, il y a eu des lieux précis, ça se passe pratiquement dans le même lieu. Le côté parano. La famille qui... Ça parle de la famille en plus, hein, donc ça m'a fait beaucoup penser à Shining, en fait. Ça n'a rien à voir avec Shining, hein, mais voilà, ça m'a fait penser un peu à ça, en termes de thématique, un petit peu.
peu. Et moi, je passais un bon moment. Enfin, un bon moment, façon de parler. Parce que vous passez pas un bon moment quand même. Voilà, il fait le taf, en fait. Ah, des gens qui meurent, c'est magnifique. Ah, bon, Ah, on se sent vivant. ah, on sent vivant. Je conseillerais pas forcément plutôt aux gens qui recherchent des sensations fortes. Parce que c'est pas un film, comme j'ai dit, avec des grosses sensations comme on pourrait avoir avec tous les films que j'ai cités. Au contraire, là, c'est un film qui va chercher vraiment une ambiance. Et au début, j'ai fait la blague par rapport à The Mirror. Et The Mirror, bon, c'est pas du tout le même genre de film. Hein. The Mirror, c'est plutôt sur les effets chocs, et plutôt sur les trucs bien dégueulasses et tout ça. Alors que non, au contraire, Oculus, il va jouer pas du tout sur les effets dégueulasses. Il y a quasiment pas d'effets gore. Non. Il y en a un tout petit peu, mais c'est pas... on n'est pas dans la recherche du sensationnel, au contraire, on va dans quelque chose de minimaliste. Et pour moi, justement, je trouve que c'est sa plus grande force, en fait, c'est de proposer ça. Mais si vous êtes plutôt du genre, en fait, à apprécier les trucs gore, apprécier les films qui ont envie de vous faire peur, en vous faisant des jumpscares à peu près tous les 3 secondes, et puis quand on est en mode « Ah mon Dieu, oh là là », ne regardez pas forcément Oculus, je vous conseillerais pas forcément, mais si vous êtes un petit peu curieux ou curieuse, allez-y. C'est un film à ambiance, surtout. Et c'est ça qui fait la beauté de ce film, en fait. C'est vraiment que le réalisateur a réussi à travailler l'aspect paranoïaque. C'est surtout ça, en fait, qu'on retient. Alors, c'est pas des films à jumpscare comme les derniers, ça. Hit. Oui, non mais... Hit. Et encore les derniers, j'ai vu le 1, il y a des moments de jumpscare et d'autres pas vraiment. Je préfère le premier, en fait. Oui, je trouvais le premier que l'ambiance était extrêmement Et travaillée. en fait, le deuxième, je l'ai pas vu parce que tout le monde a fait qu'est-ce qui s'est passé? Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rushé, quoi. En fait, le problème du deuxième, et encore, je trouve pas que ce soit un problème parce que moi j'ai adoré le deuxième aussi, je trouve qu'il est plus rentre dedans en fait. Là où le premier prenait son temps pour établir les choses, pour montrer ce qui se passe, le deuxième, déjà dès la scène d'intro, on te fait comprendre tu vas cracher du sang tout du long. Ouais. Et c'est ça que j'ai bien aimé avec le deuxième, mais qu'il éloigne beaucoup du premier, en ce sens que c'est pas un film d'ambiance comme avait pu l'être le premier, à part vers la fin, parce qu'on retrouve un peu la même vibe que de certaines scènes du premier film, mais pas tellement. Mais voilà, Oculus, si je l'ai bien prononcé, est à découvrir quand même, pour voir un autre cinéma d'horreur qui ne fait pas du jumpscare à Tchilarigo, ou qui fait... ou je sais pas, de l'hémoglobine, voilà, ou de la torture porn. On en bouffe moins aujourd'hui, heureusement. Ouais, c'était une période qui est finie, c'est cool. Ouais, ça fait du bien. Par contre, on est d'accord que Jumpscare attire l'arigot, c'est le pire film d'horreur français de tous les temps. Jumpscare attire l'arigot avec Danny Boone. Bouh. Et on peut le découvrir où ce film? Alors, ou comment, quoi? on peut le découvrir juste après que Richard nous a dit s'il l'a vu ou pas. Tu l'as vu ou Je pas? l'ai pas vu ou pas? Merci. Tu l'as pas vu. Ben non. Mauvais élève. C'est encore un film que je vais te montrer. On peut le voir, on peut le trouver sur MyCanal. Et en DVD. Par contre, en DVD, j'ai peur qu'il soit assez difficile à trouver. Parce que c'est un film qui n'a pas connu forcément beaucoup de succès. Et j'ai pu le voir il y a quelques temps via Netflix. Mais il a été retiré de Netflix. Ah, dommage. Parce que vu que les droits des films tournent, qu'ils ont les droits pour une durée limitée, c'est normal. On trouve plus du coup les films qu'on a pu voir à une époque. Mais s'il est nouveau sur une des plateformes, soit Netflix, soit Amazon Prime ou autre chose, regardez quand même ce film parce que très très cool. Et puis voilà, je pense que j'ai fini. Ah si, voilà, je voulais rajouter quelque chose parce que ce film, si vous voulez une antithèse de ce film en termes de film d'horreur, vous prenez Dans le Noir. Alors je ne sais pas si vous avez vu Dans le Noir. Je l'ai vu. Pas le court-métrage, le long-métrage. Ah, le mauvais donc. Le mauvais. Non, j'ai pas vu. Parce que j'ai préféré le court. Parce que le court-métrage avait un principe qui était super bien. Et le long-métrage, en fait, l'a étiré. Et ça fonctionne pas parce que justement le réalisateur n'arrive pas à instaurer ces moments de tension. Et surtout, la créature n'est pas effrayante. Et la résolution est complètement débile. Là, je déteste la fin de ce film. Enfin, je déteste ce film tout entier. Moi, tu vois, encore une fois, j'ai vu tellement de critiques qui disaient j'ai fait déjà que de base,
les films d'horreur, c'est pas mon style préféré, mais je regarde quand même. Si en plus il y a des critiques qui disent ah bah non, je fais ah bah non du coup. Je suis l'idée de je vais pas faire l'effort d'aller voir le style qui m'attire le moins si en plus je vois que des critiques qui disent y allez pas. Alors, je dirais, mais après c'est peut-être plus une impression personnelle qu'une vérité. Mais les films d'horreur en général divisent bien les critiques entre ceux qui vont peut-être chercher le minimum d'un film d'horreur, c'est-à-dire faire peur ou être comme dans une fête foraine avec un train fantôme, qui doit vraiment juste s'éclater à regarder un film d'horreur, puis d'autres qui vont être plus pointilleux sur des films d'horreur. C'est-à-dire que moi je l'ai dit, je suis assez difficile parce que ce que je recherche dans un film d'horreur, c'est pas forcément l'hémoglobine, surtout si le film part sur un postulat sérieux et que ça en devient grotesque. Je vais prendre un exemple. Le Evil Dead, pas celui de Sam Raimi, mais le remake, est carrément parti sur un truc beaucoup plus sérieux que l'original. L'original était vraiment un train fantôme, c'était vraiment les... c'est Tex Avery mélangé à de l'horreur. Oui, et en plus... Ça va être plus le 2 que le 1 fait flipper quand même. Oui. Le 1 fait flipper, mais on retrouve un peu justement cet aspect train fantôme, mais au premier degré. C'est vraiment les horreurs qui s'enchaînent et tout ça, les arbres qui font des choses pas très sympas, d'autres choses, d'autres joyeusetés. Tandis que le 2, par contre, c'est vrai que là, carrément, ce mois-ci, je me suis dit, allez, c'est parti, je vais faire un remake du 1, mais en plus rigolo. Ouais. Et ça, quand le film s'annonce clairement, annonce clairement la couleur au début, dit je vais être sérieux ou je vais pas être sérieux, comme Evil Dead 2 ou L'Armée des Ténèbres. Encore L'Armée des Ténèbres, c'est pas vraiment un film d'horreur. J'ai un peu de mal à classer dedans. Là, ok, je suis 100% pour, et puis je me dis, je vais prendre mon pied justement à regarder ce genre de film. Mais un film qui arrive et qui te dit, attention, je suis sérieux, je vais te faire flipper, et puis qui vire au grotesque au bout de la 3e scène, non. Ouais. C'est le genre de film, quand tu vas le voir, t'as un groupe d'ados qui est en mode et tu fais. Il y a des temps qui se perdent. Ça m'a fait ça avec Rec 3, il y en a beaucoup qui l'aiment pas, Rec 3. Qui se passe pas du tout au même endroit que le 2, puisque Rec 3 se passe pendant un mariage et une fête de mariage et plus ou moins reliée aux deux premiers via un élément de scénario qu'on entend à peine justement dans le 1 et le 2. Et dans le 3 en fait on sent qu'ils veulent s'amuser quand même avec leur sujet. On sent qu'ils sont passés d'un film d'horreur ultra sérieux comme l'était Rec 1 et Rec 2 à quelque chose de plus amusant. Et quand j'ai compris ça, je me suis dit, ok, d'accord, je vais prendre mon pied en regardant un truc totalement jouissif et tout ça. Et j'ai eu le fameux groupe d'ados, du coup. Et c'était génial. À la limite, qui rigole, ça on s'en fout. Parce que chacun sa manière de réagir devant les films. Même si pour les films d'horreur, en général, j'aime pas trop les gens qui sont en train de rigoler tout le temps pour essayer de se rassurer eux-mêmes qu'ils vont pas avoir peur. Moi, c'est ça qui m'énerve. Non, moi je pense aussi qu'il y a eu ce souci-là à cause d'un film. C'est ça. Scream. Parce que Scream en fait est arrivé à un moment donné où le cinéma d'horreur est tourné en rond, où n'existait pratiquement plus. C'est vrai qu'on était déjà vendredi 13 épisode 7. Ouais, voilà, ou épisode 8, je sais. Oui, Jason dans l'enfer. D'ailleurs, c'était exactement le titre du film, épisode 7 ou épisode 8, je sais plus. Même eux, ils étaient paumés. Et Scream est sorti en 95. Et en fait, bien sûr, c'est plus un slasher movie, mais ça a instauré aussi les codes de soi-disant films d'horreur pour ados. Et je pense que c'est ça en fait qui a... Ça les a pas instaurés, ça les a foutus sous le pif de... Vous vous rendez compte que les codes de ce que vous regardez, c'est ça ? Ouais. Parce que Scream, en vrai, les gens se rendent pas compte que c'est une parodie. Ouais. Et c'est un film méta en fait. Ouais. Et le 4 est pareil. Le 4 est bien. Le 4, j'adore le 4 parce que justement, en fait, il fait exactement comme le 1, mais pour les films d'aujourd'hui, ouais. Enfin, de l'époque du 4, parce que là, ça commence à dater. Mais en fait, je pense que c'est ce film-là en fait qui a instauré le pseudo-film d'horreur pour ados, qui met de l'humour. Lui, c'était voulu. Enfin, Wes Craven l'a voulu le faire comme ça. Et je pense que y a d'autres réalisateurs et d'autres boîtes de production qui ont fait pareil. Pour en finir sur ce film, j'ai envie de dire, regardez-le si vous avez envie de vous procurer quelques sensations quelque peu paranoïaques.
parce que on n'en trouve pas forcément beaucoup aujourd'hui, excepté dans des films, dans des courts-métrages. Dans un long-métrage, on est plutôt à essayer d'impressionner le spectateur, essayer de faire peur au spectateur, alors que on n'invite jamais le spectateur justement à avoir ce sentiment de paranoïa, ce sentiment de tension. J'ai l'impression qu'on ne retrouve pas, parce qu'il est assez difficile à donner au spectateur, justement. Et ce film réussit plutôt bien, donc regardez-le. Bon, ça vaut pas du John Carpenter, mais ouais. on est clairement pas sur un niveau de The Thing. On n'est pas sur cette paranoïa-là où vraiment on peut faire confiance à personne. Non. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est un bon petit film. J'aime pas dire petit film, parce que ça fait très... il y a grand film et petit, mais je trouve que c'est un film qui se laisse regarder et qui apporte quelque chose, en fait. C'est pas un film prétentieux, voilà. Ça fait un truc super intéressant, ça se prend... Ça le fait bien. Voilà. Et excellent choix. Moi, donc le film dont je vais vous parler, dont je vais parler avec eux, même si je leur en ai déjà parlé, vu que il y en a un, il a bien voulu, l'autre, il s'est presque forcé à le regarder. Non, je ne suis pas forcé. J'étais curieux. Voilà. Un monsieur que j'aime beaucoup, vous risquez d'entendre son nom beaucoup, on va parler de Kevin Smith, qui a fait au moins plus de, mais il en a fait un que j'apprécie beaucoup plus, qui entre un peu beaucoup dans le domaine de l'horreur, qui s'appelle... Oh là là, Tusk. Oui, je suis le seul qui a ramené son DVD, parce que je suis un gros fanboy de merde. Donc, Tusk, c'est un film de 2014. Wow, on a fait un saut dans le temps incroyable. Non de Tusk, Marty. Tu le fais presque bien. Je vais me reconvertir, salut les gars. Non mais bouge pas, t'as un micro. Donc, donc 2014. Alors, alors déjà, résumer l'histoire, et là vous allez vous dire, mais pourquoi il me parle de ça ? C'est l'histoire d'un homme qui s'appelle Wallace, qui fait un podcast avec son pote Ted. Et il est en vadrouille un peu dans le Canada, où il cherche des gens à interviewer pour son podcast, et là il tombe sur une annonce d'un homme qui veut raconter l'histoire de quand il était sauvé par un morse. Et il se dit mais c'est incroyable, c'est exactement ce qu'il me faut, et il y va, et en fait il est révélé relativement vite que il veut pas juste raconter le fait qu'il a été sauvé par un morse, il veut revivre le fait de vivre avec un morse. Et la matière première, ça va être Wallace. Voilà. Donc là, vous vous dites, attendez, donc c'est un gars qui veut en transformer un autre en morse et c'est censé être horrible. Ça l'est. Ça l'est complètement. Je vous jure que le moment où vous verrez ça, il y a beaucoup de moments un peu décalés, un peu drôles. Je pense que c'est plus une espèce de tic d'écriture de Kevin Smith qu'une vraie volonté d'être drôle en soi. Mais tous les moments justement où il y a Wallace face à cet homme extrêmement bizarre, complètement fou, qui petit à petit va révéler sa folie et va commencer à le transformer en morse, je les trouve incroyablement bien faits, surtout de la part d'un homme comme Kevin Smith, qui justement de base est plus connu pour des trucs un peu terre à terre de potes qui s'échangent des vannes de cul et des références sur Star Wars. C'est typiquement ce que les gens qui le connaissent pas trop vous diront de lui. Et donc là on se retrouve devant cette œuvre qui sort littéralement de nulle part, parce que, et c'est là où vous allez voir pourquoi moi j'ai choisi ça pour le côté beau, parce que je trouve que c'est l'histoire de comment ce film a été fait qui est magnifique. Parce qu'en fait Kevin Smith a un podcast, et il y a quelqu'un qui lui a fait parvenir une annonce qui existe vraiment au Canada, donc d'un homme qui a dit: j'habite dans un grand manoir, je suis prêt à vous loger gratuitement, la seule condition c'est que pendant 1 heure vous portiez un costume de morse. Donc c'est une vraie vraie annonce, et en fait au fil du podcast on se rend compte que Kevin Smith est en train de se dire mais ce mec est fou, ce mec va vraiment le transformer en morse, il va pas juste te mettre un costume. Donc c'est aussi beau de sentir, comment dire, l'esprit du scénariste qui se dit mais mon Dieu, je tiens quelque chose à ce moment-là, et du coup de ce prémisse complètement stupide que même lui il en rit au début, il se dit il faut que je le tente, il faut que j'essaye de faire quelque chose.
de plus sérieux qu'à mon habitude. Et il l'écrit, il arrive à trouver des gens assez tarés déjà pour lui filer du pognon. Il en est beaucoup lui-même quand même. Et surtout, il arrive à trouver des gens prêts à le suivre parce qu'il y a l'acteur principal, Justin Long, c'est un pote à lui. Il arrive à recruter. Oh putain, comment il s'appelle? Arlej Olsen quelque chose. Enfin, le gamin du 6ème sens qui est plus un gamin à ce moment-là. Oui, Hein oui. Là, maintenant, il a 30 ans. Et surtout, il arrive quand même, pour un petit rôle, à recruter une des plus grosses stars d'Hollywood, à savoir Johnny Depp. Donc je vous dis pas le rôle de Johnny Depp, là je veux vraiment que vous voyez ce film, qu'au moment où vous tombez sur Johnny Depp, vous vous dites ah, non c'est lui. C'est l'effet que ça m'a fait. C'est à peu près l'effet que ça fait à tout le monde quand tu tombes dessus, c'est que t'as ton cerveau qui dit non mais sérieusement. Et les crédits viennent le confirmer. Ah, mais c'était vraiment lui. C'était vraiment lui avec cet accent. Ce qui nous fait un superbe accent canadien qui veut rien dire. Mais en fait, le plus beau, le plus gros morceau de ce film, c'est quand même l'acteur Michael Parks, qui est un acteur décédé aujourd'hui, qui avait une grande habitude des petits rôles, des seconds rôles. Enfin, une espèce de même pas un second couteau, genre le couteau caché dans ta manche de ninja avant de mourir. C'est limite, ça c'est vraiment le... Oh tiens, voilà, Michael Parks. Et d'un coup tu tombes sur un... Tu te dis mais comment ça se fait que ce mec-là, pour ce rôle-là, il soit aussi génial. Donc là, il a vraiment le rôle le plus important, parce que c'est le fou en question qui va transformer notre héros en morse. Et en fait, chaque scène où il l'est... c'est quoi au-delà de la volée? C'est juste que non, mais en fait, tu le savais pas que c'était à moi de base. C'est vraiment ça en fait. C'est qu'en fait, ça lui appartient, t'étais même pas au courant. Il est arrivé, il a posé ses titres de propriété sur la table et tiens. Voilà, tiens, cette scène m'appartient. D'accord. Et du coup, c'est là aussi où, d'un point de vue esthétique, c'est un des plus beaux de Kevin Smith. C'est que toutes les scènes qui se passent chez cet homme complètement fou sont travaillées au niveau de la lumière de manière magnifique. Pour du Kevin Smith, entre guillemets, et puis même de manière générale, tu te dis, bah non, bah c'est beau, je suis dans l'ambiance, je sens dès le début qu'il va se passer un truc chelou. Et effectivement, plus ça avance, plus tu te dis, bon, bah je suis vraiment pas à l'aise du tout. Alors que... Je rappelle que le pitch de base c'est « Bonjour, je suis un monsieur fou qui aime les morses ». Et voilà, moi c'est pour ça que je trouve que j'aime étendre la notion de film d'horreur beau. Parce qu'il y a aussi le beau dans ce pitch qui est pas censé marcher. Dans, bon bah déjà, oui, dans un réalisateur scénariste qui se donne à fond. Dans le fait qu'il y ait des gens assez fous pour faire ce film et au final ça fonctionne. Et même, du coup, les fans de Kevin Smith en soi, quand ils ont vu ce film, ils ont fait, mais il a réussi à faire un truc où on l'attendait pas, où on n'est même pas sûr que lui-même s'y attendait, et au final, ça fonctionne. Donc, je suis extrêmement fan de ce film, malgré les défauts qui sont relativement évidents, c'est-à-dire qu'il y a des moments de comédie qui sont là, en fait, un peu pour couper les moments d'horreur, mais... D'un côté, on peut se dire c'est dommage de couper l'horreur avec des moments de comédie, et de l'autre, tu t'attends pas trop de Kevin Smith qui ne mette pas des moments de comédie dans ses films non plus. Et moi, après, voilà, je dis bon, bah, comment dire, quand t'aimes bien l'humour de Kevin Smith, ça marche. Quand tu t'attends à un truc purement horreur, ça peut décontenancer et te dire bah, dommage, je le conçois tout à fait. Mais je vous le conseille quand même, je vous le conseille vraiment. Comme vous pouvez le constater, il est en DVD, genre avec ça a été acheté en France, donc il est trouvable en France en DVD. Il est sinon sur Apple TV, il est sur Canal+ VOD, et il est sur YouTube aussi. YouTube, c'est que en location, il est pas en achat, mais tout le reste on peut l'acheter. Voilà, virtuellement. Pour préparer cette émission, je me suis dit, bah, je vais voir les films que les copains ont choisis. Et donc, je me suis dit, il faut que je voie ce film. Donc, je l'ai vu. Merci. Je l'ai vu. J'aime beaucoup sa première partie. Vraiment. Je trouve que Kevin Smith a réussi à instaurer une ambiance. Surtout, l'acteur qui joue le fou est juste génial.
Vraiment. Mais tu l'as bien signalé, j'ai même pas besoin d'en dire plus. Il y a des moments où l'humour détruit un petit peu, hein, ce qu'il a instauré avant. Il y a une partie horreur qui est vraiment... Tu te sens vraiment mal à l'aise, et tu as raison, toute la partie justement dans la maison, avec le fou, etc. Tu sens vraiment qu'il y a un travail sur la lumière, il y a un travail vraiment sur même les plans qu'il utilise, la mise en scène, et Kevin Smith, j'ai l'impression qu'il ne peut pas s'en empêcher de foutre, même si c'est lui, ça fait partie de lui, de foutre de l'humour juste après, et de casser quelque chose en fait, pour peut-être pour se rassurer aussi un petit peu, pour dire non, c'est toujours moi. Juste pour te répondre en fait sur l'humour, en fait moi j'ai l'impression, mais après je vois pas comment, enfin je pense qu'il se doutait que ça allait être horrible parce qu'il a eu l'idée par rapport au costume de Morse. C'est pas un vrai costume de Morse, c'est un truc vraiment dégueulasse avec de la chair, ça saigne de partout, t'as un pied là, enfin des trucs dégueux. Et en fait je me demande si du coup il s'est pas dit ça va être trop dégueu, j'ai besoin, peut-être même pour lui-même, j'ai besoin de couper avec des moments moins dégueux et avec un peu d'humour pour calmer les gens, entre guillemets. Je pense que c'est ça, ouais. Je pense aussi. Puis bien aussi, c'est peut-être pas pour pas perdre non plus. Tu sais, parce qu'on est tous d'accord là-dessus, Kevin Smith, c'est pas quelqu'un qui se prend très au sérieux. Ouais, non. Donc je pense qu'il s'est dit, oui, par le sujet qui était assez risqué quand même, parce qu'il faut y aller, hein, déjà pour écrire un scénario pareil et réussir à le faire, comme tu le dis si bien. Je pense qu'il s'est dit, ouais, je continue à pas me prendre au sérieux non plus, quoi. Même si en même temps, il démontre aussi sa capacité à faire aussi quelque chose qui peut être très sérieux et assez parfois insoutenable, hein. Il y a des séquences quand même qui sont assez... pas insoutenable dans le sens, c'est pas un torture porn non plus, mais je me dis, fou. Non, mais en fait, c'est ça qui est beau dans ces moments-là où on voit, une fois que le héros, encore une fois, parce que vous verrez pourquoi je mets des guillemets si vous regardez le film, est devenu un morse, en fait, c'est que là, en fait, on attaque une torture psychologique. Donc c'est pour ça qu'il y a un côté insoutenable, c'est qu'en fait, là, après, le but du jeu... du fou qui s'appelle Howard House, un truc comme ça. De toute façon, vous l'appellerez le fou ou juste une fois que vous aurez vu le film. En fait, après, le but du jeu, une fois qu'il l'a transformé en morse, c'est de le transformer psychologiquement en morse. Donc, oui, c'est la pure torture psychologique qui te met dans une angoisse, qui te met dans un malaise incroyable. Donc, après, c'est effectivement peut-être pour ça aussi qu'il a équilibré entre guillemets avec de l'humour, c'est pour pas trop foutre la pression d'un coup aux gens et que des fois ils aient des moments de ça va, non ça va aller. Après je terminerai juste mon petit avis sur le film, c'est qu'il y a un autre point, et tu l'as encore souligné, t'es chiant de souligner tout, hein, merde. C'est ce fameux héros. Je ne m'attache pas à lui. On ne s'attache pas à lui. Parce que c'est pardonnez-moi l'expression, mais c'est un petit con. Et tu peux... attendez-vous à ne pas être attaché à lui, en fait. Mais en même temps, tu arrives à t'attacher à lui parce que tu dis, oui, c'est un petit con, mais il mérite pas forcément... Oui, c'est ça, c'est qu'en fait, il mérite pas ça à ce point-là. Il mérite pas ça. Voilà. Ouais. Alors, moi j'ai bien aimé ce film. Voilà, c'est tout. Moi j'ai bien aimé. Merci. Sur le film, en fait, là où je suis un petit peu moins, on va dire, moins d'accord avec Jo, c'est que je trouve que les moments en fait, d'humour fonctionnent bien et je les trouve plutôt bien rythmés dans le film. Je trouve pas que ça participe à la destruction de l'ambiance parce que vu que le film est découpé en deux situations, parce qu'il y a une alternance justement entre la situation, ce qui se passe dans la résidence, et la situation, ce qui se passe en dehors de la résidence, puisque il y a des gens qui vont justement à la recherche du personnage principal. Ça permet cette bouffée d'air frais, comme tu le disais, et puis comme tu disais aussi Jo,
sans que ça casse en fait l'ambiance de ce qui se passe au château. Parce qu'on sait quand on revient au château que là on va pas rigoler. Que là justement ça va être le moment où on va douiller. Et comme tu as dit d'ailleurs, c'est que on va commencer à s'attacher au personnage parce qu'il mérite pas ça, pas autant. Non, pas autant. On aurait bien aimé qu'il en fait, qu'il se prenne un gros râteau. Qu'en fait ça soit juste de l'esbrouf, que le mec il publie ça et puis qu'en fait il n'ait rien retiré. Peut-être pas jusque là, et je trouve qu'au contraire les moments de comédie sont bien placés pour moi. Sur le côté body horror, parce que justement le film aborde le côté du body horror dont on n'a pas beaucoup parlé, qui est pas présent dans Oculus comme j'ai cité, et dans Suspiria pas trop. On retrouve ça plus Non, c'est pas du body horror. C'est pas- Pas on à ce est- point-là. on n'est pas sur ça. Là dans Tusk on est en plein dedans. Ouais. Donc le body horror, justement pour vous définir un petit peu ce que c'est simplement justement des films d'horreur qui jouent sur les métamorphoses du corps, les métamorphoses dégueulasses. Bon bah Cronenberg, pour le citer, Il est le roi de ça. Carpenter dans The Thing, Ouais. Et Tusk justement. Et cette catégorie justement de body horror, elle joue beaucoup sur le côté justement la personne qui subit ça ne comprend pas ce qui se passe, et la personne elle se trouve du coup en décalage avec la société, elle se trouve en décalage avec beaucoup de choses, et elle a du mal à accepter ce qui se passe. C'est que des fois elle va embrasser justement cette métamorphose, des fois elle va la rejeter, elle va essayer de la combattre. Et dans Tusk on retrouve justement ça, ce côté où, comme tu disais Richard, le fou va essayer en fait de torturer psychologiquement le personnage principal pour qu'il devienne mentalement amorce. Et alors tandis que le personnage principal va essayer de combattre ça. Et c'est ce qu'on trouve dans le body horror, et ce que je trouve bien fait aussi là-dedans. Justement ce côté on va avoir une lutte entre les deux, une lutte qui va trouver son paroxysme dans une scène que je trouve peut-être être le seul point négatif du film. C'est pas vraiment la scène de fin, mais c'est la scène D'avant. c'est la scène de fin où justement ça atteint c'est censé atteindre le paroxysme, que je trouve peut-être un peu faiblard, mais c'est vraiment le seul point que j'aurais à reprocher, parce que les scènes de repas qui sont parmi les scènes les plus difficiles à filmer au cinéma, parce que c'est chiant de filmer un repas, c'est chiant de filmer une discussion et de la rendre vachement intéressante. Bah, Kevin Smith réussit à le faire en mode Mais en même temps, Kevin Smith, ça fait 30 ans qu'il filme des discussions. oui. C'est- Ouais, c'est- donc à un moment c'est- donné, vous voilà. regardez Clerks, c'est que des discussions. Tu vois. Non, mais il est venu, il a dit bon bah regardez, on fait ça. Ok, d'accord. Et en plus, tu sais, tout est lié. Hein. Je regarde Kevin Smith apparaît dans. On parlait de Scream tout à l'heure. Il apparaît dans Scream 3. Mm. Il fait un caméo. Donc, tout est lié. Tout est lié. Tout est lié. En même temps, Kevin Smith, il a prédit que Ben Affleck serait Batman. Donc, Oui, à voilà. un moment, tout est lié. Tout est lié. Voilà, tout est lié. Voilà. Mais du coup, je suis d'accord que le speech du film, le pitch du film est très barré, que ça conviendra pas à tout le monde. Mais vous pouvez donner une chance justement à ce film si vous avez envie d'expériences un petit peu décalées. On n'est pas sur un truc totalement barré à la Gaspard Noé, par exemple Into the Void. Parce que Oui, justement, oui. le truc barré, on n'est pas du tout dans ce genre de truc-là, on est un truc beaucoup plus simple. J'allais dire sympa à regarder, non pas tellement, mais un truc un peu plus... Linéaire, on va dire. C'est un peu plus. c'est pas un trip. c'est ça, Ouais. c'est pas un trip, c'est quelque chose barré dans un sens comique du terme, quoi. Et ça, c'est cool. Donc voilà, mon avis sur Tusk, vous pouvez le voir. On est à la fin de cette émission. Messieurs, pour conclure. Une conclusion. Alors, une conclusion, si vous regardez Tusk, juste regardez Johnny Depp, regardez son nez. Oui, c'est exactement ce que vous pensez. Et surtout, sa première longue tirade, une seule prise. Qu'est-ce qu'il y a? Moi, pour en finir sur toute cette partie-là, j'ai envie de dire, regardez du John Carpenter aussi. Pour moi, c'est un des grands maîtres de l'horreur. Regardez du Romero, mais plus au début. D'ailleurs, Goblin a fait aussi des musiques pour Romero. Oui. Et puis, dans les films d'horreur moderne, essayez de picorer ce que vous voulez dans les films d'horreur moderne. De toute façon, il y en a pour tous les goûts. Je déteste les films d'horreur style Sinister, The Nun et compagnie, mais si vous kiffez ça, kiffez, franchement. Bah, oui, c'est pas ça. Appréciez le cinéma, parce que le cinéma, c'est pas quelqu'un qui vous dicte ce que vous devez aimer, c'est vous qui décidez. On est juste là pour vous proposer des trucs.
Voilà. Et évitez de rigoler entre copains quand vous êtes au cinéma pour voir un film d'horreur. Parce que y en a, ils y vont pour se faire peur, vraiment. Voilà, donc c'était ma conclusion sur ça. Bah, c'est une excellente conclusion. Bah, moi, je terminerai par un très joyeux Halloween à tout le monde. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est bientôt Halloween. Bientôt Halloween. Oui. Donc, On aurait dû en faire le thème de l'émission, dis donc. Dis donc, t'auras dû ramener ta tête de cheval. Ah ouais, bah, des occasions manquées. Ah voilà. Donc on vous souhaite un très joyeux Halloween et j'espère à très vite et à très bientôt pour une nouvelle émission. À la prochaine. À la prochaine. Salut. Salut.